Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, donc c'est parti, on y va. Bon, comme toujours, je suis extrêmement à la bourre dans mes bilans lecture, mais, comme beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était plutôt intéressant d'avoir un certain écart entre mon avis à chaud dans les vlogs et mon bilan quelques temps après, je me dis que ça vaut quand même le coup de le faire. Je vais quand même être assez concise parce que, en fait, forcément, j'ai moins de souvenirs. Donc, l'intérêt, c'est que je garde l'essence de ce qui m'a marqué et c'est un peu ça le jeu. Hein. Mais en même temps, du coup, je vais pas rentrer dans 20 000 détails. En même temps, si vous voulez des détails très précis sur les thématiques de tous ces livres, il y a les vlogs. Vu que là, on est dans mes lectures de juillet, il suffit d'aller dans la playlist juillet et vous retrouverez tous mes avis détaillés en cours de lecture. Donc voilà, écoutez, on ne va pas plus traîner, on va tout de suite attaquer. Le premier livre dont je vais vous parler, j'en peux plus d'en parler, j'espère que bientôt ça sera terminé et qu'on va arrêter de ressortir ce livre tout le temps. C'est Happy Place d'Emily Henry, où on va suivre une jeune femme qui s'est récemment séparée, enfin plus précisément qui a été récemment larguée par son fiancé. Donc elle s'est fait larguer il y a 6 mois, il s'est barré sans explication, il l'a laissé en plan alors qu'ils étaient fiancés. Et donc évidemment elle va pas très bien, elle ne vit pas très bien, elle comprend pas trop pourquoi, et c'est la période de l'année où elle et ses amis, donc le groupe d'amis, se rejoignent pour aller en vacances dans la maison de vacances de l'une d'entre elles. Elle est persuadée qu'il ne va pas venir parce que ça serait le minimum de pas venir après ce qu'il lui a fait. Et donc ils se rejoignent dans cette maison et elle découvre que son ex est là, et non content d'être là, il n'a lui non plus pas dit qu'ils étaient séparés, donc tout le monde est persuadé qu'ils sont encore ensemble et donc ils se retrouvent à devoir faire semblant d'être encore en couple. Je ne vais pas développer mon avis pendant 1000 ans, j'en ai parlé, notamment dans mes flops, notamment dans la vidéo Goodreads Award de 2023. J'ai détesté cette lecture, je n'ai pas aimé. Les points positifs, c'est que ça se lit très vite, ça se lit très bien, l'écriture est très simple, même en anglais, mais c'est à peu près tout ce que je trouve à dire de positif sur ce livre. Je n'ai pas aimé les personnages, notamment le personnage du garçon. Je n'ai pas aimé le procédé d'écriture d'Emily Henry. Je trouve que rendre quelqu'un extrêmement antipathique pour au final dire oui mais non c'est parce que tu t'as mal interprété et tout, non, un connard est un connard. Donc on peut dire ce qu'on veut, il se comporte comme un connard, c'est un connard. Voilà, on a beau après dire oui, mais non, mais parce que non, ce qu'il fait c'est non. Donc j'ai détesté. Je n'ai pas non plus j'ai pas beaucoup plus aimé la fille, donc l'héroïne, parce que on se rend compte que elle est pas top en tant que petite amie non plus, hein, honnêtement. J'ai pas aimé une des deux amies qui est vraiment la pire des amies du monde à plein de niveaux, tout au long du roman dans son comportement, mais aussi vers la fin parce qu'on apprend quelque chose. J'ai aimé 2 personnages, un couple de femmes, l'une qui fait partie des amies de base et sa compagne, et c'est tout, et on les voit très peu en fait finalement. J'ai détesté tout le cliché de relations traditionnelles états-uniennes avec toutes ces étapes de couple à respecter, les fiançailles, le mariage, le bébé, machin, bidule. C'est vraiment quelque chose qui me déplaît, je ne suis pas du tout en accord avec cette vision traditionnaliste du couple. J'ai détesté le fait que tout soit basé sur des problèmes de communication, que ça soit entre les 2 personnes du couple, mais aussi entre elle et ses amis. Je ne comprends pas quand t'es amie depuis 10 ou 15 ans avec 2 filles, qui sont quand même tes meilleures amies de tous les temps. Tu ne leur aurais pas dit au bout de 6 mois que tu n'es plus fiancée. Enfin, je suis désolée, pour moi l'explication est trop bancale, ça ne fonctionne pas. Je vois pas comment tu peux cacher ça en fait. Et alors, moi ça m'a dérangée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de relations toxiques. J'ai trouvé qu'il y avait un rapport à l'alcool et tout qui était vraiment pas sain. Bref. Passons à une lecture largement meilleure. C'est Le Trône de Jasmin de Tasha Suri, que j'ai lu en juillet, que j'ai lu en lecture commune surtout. C'est un livre de fantaisie d'inspiration indienne où on va suivre plusieurs personnages. On va suivre en gros 2 jeunes femmes de 2 empires, royaumes différents. L'un de ces 2 royaumes est le royaume colonisé, donc une des 2 jeunes femmes en fait va se retrouver par X et Y à servir
l'autre femme qui fait partie de l'empire des colons, mais qui est envoyée un petit peu en exil et qui est un petit peu cachée parce qu'elle a refusé de brûler vive sur le bûcher qu'exigeait son frère pour le bénir et bénir son règne. Dans le royaume colonisé où l'on est, puisque tout se passe à cet endroit-là, il y a une espèce d'épidémie qui se répand où les gens se transforment peu à peu en plantes et en meurent, et donc il y a tout ça qui est un peu mélangé. Ça veut dire qu'il y a cette histoire de magie, cette histoire d'enfants qui ont des pouvoirs magiques, mais je vous laisserai découvrir, et en même temps cette histoire de colonisation et de perte de culture et de questionnement autour de la culture en fait. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je sais que ça ne fait pas l'unanimité, je sais que plein de gens l'ont trouvé un peu obscur, pas forcément très accessible, pas toujours très clair, et peut-être n'ont pas été convaincus par la relation amoureuse développée dans ce livre. Moi j'ai aimé. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé la relation amoureuse qui, moi, m'a suffisamment convaincue. J'ai aimé, j'ai trouvé que c'est très chouette, j'ai trouvé que c'était très prenant, et surtout j'ai trouvé que c'était très intéressant et rafraîchissant de lire autre chose que de la fantaisie occidentale avec une magie un petit peu différente. Donc pour moi, c'était une très bonne lecture que je vous recommande, mais sachez que vous vous lancez dans une trilogie de pavés, de fantaisie assez politique. Il y a un tout petit peu de romance, mais vraiment, c'est pas du tout le cœur du propos. C'est vraiment de la fantaisie politique. Ça veut dire que les grands questionnements abordés, c'est la colonisation, c'est la culture, c'est l'appropriation de la culture, c'est l'effacement de la culture, c'est voilà tout ça quoi. L'esclavagisme, là, comment sont traités les autochtones des pays colonisés. Enfin, c'est vraiment de la politique avant tout. Et il y a cet aspect épidémie aussi qui est assez intéressante et qui est lié à la magie. Il y a quand même de la magie, mais c'est avant tout de la fantaisie politique pour moi, et pas du tout de la romantaisie. Et j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que ça a été vendu comme de la romantaisie, mais je suis désolée, on ne peut pas appeler ça de la romantaisie. Enfin, dans ce cas-là, tous les livres de fantaisie sont de la romantaisie, notamment l'Assassin Royal, parce qu'il y a une relation amoureuse, quoi. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai très hâte de continuer, mais je n'ai pas envie d'investir 33 € dans un livre que je trouve particulièrement hideux. Donc je pense que juste, je vais me le prendre en numérique et continuer ça tranquillement sur l'année. Le livre suivant est un jeunesse que j'ai reçu en service de presse, c'est Les mésaventures de l'illustre famille Bastable, dont je ne me souviens plus le nom de l'autrice, que j'ai reçu de la part de chez Novell. J'aime beaucoup ce que fait Novell, je vous en ai déjà parlé, je pense, à de nombreuses reprises. Et là, vraiment, ça va être très rapide. C'est une réédition, retraduction d'un livre assez ancien, états-unien je pense, ou en tout cas anglophone, où on suit des enfants qui vont faire plein de bêtises. Je crois que le papa est veuf, ils ont plus de maman. Donc on va les suivre dans toutes ces aventures et cet imaginaire d'enfant. Moi j'aime beaucoup parce que vraiment c'est quelque chose pour moi de très régressif et de très nostalgique de lire ce genre d'histoire avec des enfants qui sont libres. En fait il y a quelque chose de très début du 20e dans tout ça, vous savez, où les enfants ils faisaient leur vie toute la journée, comme dans le Club des 5 et compagnie, que moi j'adore. Et pour moi c'est vraiment des lectures de jeunesse qui m'ont marqué, et quand je lis ce type d'ouvrage je m'y retrouve. J'ai trouvé que c'était très chouette parce que ça abordait aussi un peu d'autres thématiques, notamment le deuil, notamment les relations entre frères et sœurs. Enfin, c'est à la fois très mignon, mais en même temps je pense que c'est très parlant pour le public cible. Je crois que c'est à partir de 8-9 ans, et c'est vraiment très chouette parce que c'est plein de bons sentiments, et qu'on a beau dire ce qu'on veut, quand on lit des livres jeunesse, c'est bien qu'il y ait des bons sentiments, c'est bien qu'il y ait des jolies relations, c'est bien qu'il y ait aussi des petits conflits, mais qui se résolvent tout seuls. Et je vois mon fils quand il lit des livres, si les livres ne se terminent pas bien et si les conflits sont trop anxiogènes, et ben il aime pas ça et il va arrêter de lire le livre. Et là vraiment on est totalement là-dedans, on est vraiment dans quelque chose avec des bons sentiments et des choses très parlantes pour le public cible. Donc pour moi c'était impeccable, j'ai beaucoup aimé, j'ai revécu un petit moment de mon enfance à travers cette lecture, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite j'ai lu Une femme m'apparut de René Vivien, qui était un cadeau d'Emmeline que j'ai lu avec Earl Grey, où on va suivre une relation d'emprise assez toxique entre une femme et une autre femme, en tout cas entre une femme et plusieurs autres femmes justement. Donc nous on suit une narratrice, donc je crois que de mémoire c'est un peu autobiographique. On va suivre la narratrice qui est donc, je pense,
plus ou moins l'histoire de l'autrice qui va tomber amoureuse d'une femme qui est assez versatile et qui est dans des relations un peu polyamoureuses en fait, sauf qu'elle le fait un peu sans le consentement de ses compagnes, voilà. Et c'est un récit qui m'a pas mal marqué par l'écriture, surtout plus que par le contenu. C'est assez dérangeant. C'est un livre qui est pas tout jeune, hein, donc c'est quand même assez avant-gardiste d'avoir été, que l'autrice ait écrit ça. Mais c'est vrai que c'est un livre qui est assez dérangeant parce qu'on parle de relations d'emprise du point de vue d'une femme qui est sous l'emprise. Et la remise en question est pas énorme, mais en même temps c'est logique puisqu'elle est concernée par ce dont elle parle. Mais c'est un livre que j'ai aimé pour l'écriture. J'ai trouvé que l'écriture était très plaisante, c'était une lecture intéressante. Honnêtement, c'était une lecture intéressante. Je suis pas marquée à vie par ce texte, mais je me rappelle que j'ai trouvé que ça posait des questions intéressantes sur les relations d'emprise et notamment ça posait des questions sur quelque chose qu'on voit de plus en plus passer, je trouve, dans les livres, cette espèce de fausse idée que les relations entre personnes homosexuelles sont forcément bienveillantes et que les relations lesbiennes, notamment, il peut pas y avoir de mauvaises femmes lesbiennes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Que si vous êtes lesbienne, vous êtes forcément positive et dans des relations positives et tout, et qu'on peut pas avoir de relations d'emprise au sein des milieux queer. Et en fait, si, et ce texte qui est assez ancien le met bien en avant et je trouvais que c'était intéressant la manière dont c'était fait. Donc bref, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Je pense qu'il faudrait que je le relise parce que ça m'a marqué en termes d'impression, mais ça m'a pas marqué sur vraiment ce qui se passait et en même temps je pense qu'il se passe pas grand chose en fait et je pense que vraiment c'est l'impression que ça laisse qui est plutôt intéressante, mais je le relirai bien parce que c'est un tout petit texte et que je pense qu'au moment où je l'ai lu je manquais peut-être un petit peu de concentration et c'est pour ça que finalement j'ai peu de souvenirs très précis de ce qui se passait à proprement parler dans l'histoire. Ensuite en juillet nous avons lu dans le J'ai un doute, est-ce que c'était en Explora Livre? Je crois que oui, le tome 2 du cycle des secrets de Manon Fargeton. Je l'avais reçu en service de presse de la part de Gallimard et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ça a même été un de mes petits coups de cœur, un de mes tops de juillet parce que j'ai été totalement happée dans l'histoire et donc j'ai compris qu'il ne fallait pas que je l'écoute en audio parce qu'il fallait que je sois concentrée parce que sous ces airs de jeunesse un peu facile, un peu léger, c'est pas le cas parce qu'on a une narration qui est riche, qui est relativement complexe. C'est pas l'ouvrage d'ado fantasy le plus accessible que j'ai lu et je trouve ça bien parce que tous les ados n'ont pas le même niveau de lecture et je trouve ça bien qu'il y ait des bouquins pour ados complexe, plus complexe et qui est même des plus simples aussi en fait. Donc bref, en tout cas, résumé très difficile à faire parce que voilà, mais si vous voulez dans le tome 1, on suit une espèce d'équipé en bateau qui va faire naufrage, ils vont atterrir, je ne sais plus très bien où, mais il y a de la neige partout, ils vont trouver une grotte pour se protéger et ils vont trouver dans cette grotte un masque qui semble les posséder, les rendre fous, ils vont s'entretuer et ceux qui vont survivre vont se découvrir suite à cette rencontre avec ce masque des pouvoirs magiques qui leur permettent de voyager à travers les différentes dimensions des univers. Voilà. Donc nous on va suivre principalement un personnage féminin dont j'ai perdu le nom. Nox peut-être, qui donc vit depuis très très longtemps, je pense qu'elle a 200 ans, quelque chose comme ça, et qui s'est installée dans un univers très précis et qui sait qu'elle va devoir un jour ou l'autre rentrer en conflit avec les autres magiciens du coup qui ont survécu, mais on se concentre principalement sur cet univers et la main mise grâce à la magie qu'elle a sur cet univers, et donc on va suivre un univers, une espèce de royaume qui est un peu dirigé par des guildes en gros, et chaque guilde a ses représentants, bref, donc on est dans un fonctionnement un peu comme ça que moi j'aime beaucoup et on va suivre principalement une jeune fille qui s'appelle, j'ai perdu tous les prénoms, c'est catastrophique, en plus elle a un prénom facile qui est assez proche qui est pas un prénom de fantasy très original, bref une jeune fille qui va perdre au tout début du tome 1 sa mère et sa sœur et donc qui se retrouve héritière du clan mais qui dans le même temps va apprendre de la part de notre magicienne qu'il y a un secret autour d'elle et qu'il faut qu'elle sache ce secret parce que tant qu'il y a quelqu'un de vivant qui sait le secret garde son pouvoir et la magicienne se nourrit de la magie des secrets. Est-ce que c'est clair? Non. En tout cas, sachez que c'était très chouette. C'est très engagé, c'est assez politique parce qu'on parle pas mal de conflits, d'invasions avec l'Empire. C'est un côté quand même assez politique, assez intéressant. Ça parle aussi de pauvreté, ça parle
ça parle de plein de choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour un public ado, donc le public cible, ça va parler aussi de sexualité et notamment d'asexualité et de différents types de sexualité et de différents types de relations amicales, amoureuses, d'attirance. Enfin, c'est, je trouve, extrêmement intelligent, moderne, bien mené. J'aime beaucoup et je trouve que Manon Fargeton a vraiment une vision des ados qui est très juste, beaucoup plus juste que la plupart des auteurices pour ados. Ça veut dire qu'elle ne les prend pas pour ce qu'ils ne sont pas et elle sait pertinemment que les ados se posent des questions sur ces choses-là, les relations, qu'elles soient amoureuses, purement physiques ou amicale, voire familiale, et elle le fait très bien. Et vraiment, pour moi, c'est un livre qui est très complet. L'aventure est très prenante, l'univers est très riche, les questionnements en sous-texte, qu'ils soient politiques ou personnels, individuels, sont très bien traités. C'est vraiment une très bonne saga que je vous invite à découvrir, d'autant que le dernier tome sort en mars, il me semble. Ensuite, en juillet, j'ai lu L'Étoile du soir de Siècle Vailbon, qui est un très très court roman jeunesse d'inspiration indienne qu'elle a écrit suite à un voyage en Inde, si je ne dis pas de bêtises, où on va suivre une jeune fille qui vit dans une famille assez pauvre, pas la pauvreté la plus absolue, mais pas très riche en tout cas. Et elle va à l'école et sa sœur reste à la maison pour aider sa mère et elle est un petit peu... elle voudrait faire pareil sans se rendre compte qu'en fait l'école est assez importante si elle veut se sortir de cette condition qui est un peu précaire, qui est pas... ils sont pas très à l'aise et qu'en fait la grande sœur se sacrifie un petit peu pour elle. Et très rapidement la grande sœur va tomber malade d'une maladie qui est incurable et la jeune héroïne va devoir... voir sa sœur petit à petit mourir, voir ses parents tomber dans la tristesse la plus profonde et en même temps elle va avoir sa vie à côté, sa vie à l'école, ses propres problématiques avec ses amis, etc. Je sais pas si je le résume très bien, vraiment pas du tout, d'autant qu'il y a tout un aspect aussi avec des animaux et un aspect un peu magique, fantastique comme ça, mais en gros, pour vous la faire courte, ce livre parle de deuil. Ce livre parle très 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 bien de deuil. Si vous avez des enfants et que vous voulez parler de deuil avec eux, je pense que c'est une très belle façon de le faire parce que même si ça rejoint un peu des croyances autres et qu'on n'a pas forcément la volonté d'avoir des croyances, je trouve qu'on peut aussi l'interpréter d'une manière qui a un côté... métaphorique plutôt, qui est très très beau. Donc vraiment ça m'a beaucoup émue. J'ai quand même pas mal chialé en lisant ce livre. J'ai été très émue parce que j'ai trouvé que c'était tellement juste, tellement vrai, et si vous avez été touché par un deuil, je pense que ça vous parlera et vraiment je ne peux que vous recommander la lecture de L'Étoile du soir, même si ça fait chialer. En juillet, j'ai également lu Le Nexus du docteur Erdmann de Nancy Kress, qui est un format 1 heure lumière que j'ai trouvé très chouette, même si j'en garde pas un souvenir impérissable. Honnêtement, sur le moment, ça a été très divertissant puisqu'on va suivre un professeur à la fac qui est assez âgé et qui croit qu'il commence à perdre la tête parce qu'il a des absences, je crois, ou des espèces comme des attaques cardiaques, mais un peu bizarres. Et il va se rendre compte qu'en fait, ce phénomène est plus étendu qu'à sa propre personne. Et il va y mener une sorte d'enquête. Qui, pourquoi, comment. C'était très chouette. La science-fiction très divertissante, assez prenante en fait, avec un petit côté un peu thriller comme ça, qui fonctionne très bien. Je ne vais rien vous en dire de plus parce que je pense que vraiment c'est très court et qu'il faut se laisser porter et que c'est tout cette espèce de côté un peu enquête qui est plaisant. Vous voyez, ça me laisse pas un souvenir impérissable, mais c'est pas grave parce que sur le moment ça m'a diverti et j'étais dedans et ça m'a plu et je ne demande pas forcément plus au livre. Je n'ai pas d'attente d'avoir que des coups de cœur, loin de là. Donc si vous cherchez de la SF accessible, très divertissante, avec un petit côté un peu thriller comme ça, avec un gros point d'interrogation sur cette espèce de phénomène qui fait que les gens ne se souviennent plus, perdent conscience à certains moments et font des trucs dont ils ne se rappellent pas et que c'est un phénomène qui semble s'étendre de plus en plus. Bref, si tout ça vous parle, vraiment lisez-le. C'était d'autant plus intéressant qu'on suivait une personne âgée, beaucoup de personnes âgées qui, avec des vies différentes, qui sont dans une espèce de maison de retraite et que je trouvais ça intéressant de choisir cet angle-là par ces personnages âgés avec leur expérience, c'était plutôt intéressant. Je vais conclure mon mois de juillet sur 2 lectures de chez Novell. J'ai lu Betty et sa bande et Grace Harlow, qui étaient les tout petits formats là, des Vintage Sisters. Est-ce que je vais rentrer dans les détails de chacun de ces livres? En gros, Betty et sa bande, on suit c'est des enfants qui, donc Betty qui est un peu la chef de la bande, en gros, qui va se lier d'amitié à une jeune fille assez pauvre qui va à
l'école et elles vont tout faire pour que cette jeune fille, cette petite fille, enfin vous êtes préadolescente, décroche une fameuse bourse qui lui permettrait eh bien, de continuer l'école et d'aider sa mère puisque le père les a abandonnés, puisque je sais pas pourquoi, mais il les a abandonnés. Donc c'est vraiment encore une fois ce type d'histoire un peu à la Club des 5 où on suit des enfants qui vivent des petites aventures, qui ont une sorte d'objectif, avec ce côté un petit peu les 4 filles du docteur March, vous voyez, avec ce côté robe à l'ancienne. Enfin voilà, c'est très mignon, c'est très chouette. Moi j'aime beaucoup, c'est des très jolies pauses à chaque fois dans mes lectures. C'est des livres que je passe ensuite à mon fils, que je trouve intéressant aussi pour le côté culturel et apport culturel, puisque dans ces livres-là, il y a une espèce de QR code qui vous renvoie sur un site où vous pouvez voir les habits d'époque, les mœurs de l'époque. Donc il y a un côté aussi pédagogique assez intéressant et c'est plaisant, ça se lit bien. Moi j'aime bien, ça a ce côté un peu à la Anne de Green Gables et compagnie, vous voyez, c'est-à-dire très léger, très crinoline en fait, mais version jeunesse et version plein de bons sentiments, avec des méchants qui sont des méchants, mais bon, pas si méchants que ça. Enfin, c'est des méchants enfants, mais il faut pas des trucs non plus trop, voilà. J'ai préféré, je pense, au demeurant Grace Harlow, puisque là, on est avec une jeune fille, pour le coup, je crois qu'elle est adolescente, qui va avoir en cadeau un bateau et qui va partir avec ses meilleures copines sur ce bateau. Et là, il y a vraiment un côté émancipation, liberté que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'était très chouette. C'est vraiment des bonnes lectures. Je vous dis, c'est très court, ça se lit très bien. Je sais pas, à part si vous êtes des grands amateuristes de jeunesse, si ça va vous intéresser, mais si vous avez des enfants dans votre entourage, ça peut être très chouette de le lire vous, de leur faire lire et de regarder tous les dossiers annexes et de parler un petit peu de ce qui se passe et de cette époque pas si lointaine où les filles n'avaient le droit de rien, et de ces livres qui veulent émanciper, montrer des modèles émancipateurs, parce qu'à chaque fois c'est des livres qui ont été écrits dans la première moitié du XXe siècle, donc il y a une volonté d'émancipation, c'est écrit par des femmes pour des filles et c'est très chouette, vraiment et c'est des très beaux livres, en plus ils sont très jolis, donc n'hésitez pas à vous pencher dessus si vous avez des enfants dans votre entourage ou si ça vous intéresse vous, en sachant que c'est très jeunesse, ça se lit très vite, mais vraiment moi j'aime bien, c'est un côté encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, régressif et nostalgique qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est tout pour le bilan de juillet. Je suis extrêmement à la bourre, vous le savez, je sais que ça va faire rire certaines qui vont me dire t'es sûr que tu t'es pas trompé? Non, je ne me trompe pas, j'en suis bien au bilan de juillet. J'ai eu peu de temps pour faire des bilans lecture, c'est assez impressionnant. Donc je vais essayer d'en faire un par semaine et d'enchaîner un peu parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais essayer aussi de passer un peu les graphiques. Je pense que je vais faire prochainement une vidéo dédiée aux graphiques, ça sera plus simple. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!